vous nous avez fait comprendre qu'on ne pouvait pas poser un diagnostic que sur la base de cette cascade amyloïde, mais qu'il y avait bien cette dégénérescence neurofibrillaire. Et là, on voit bien que dans les tests diagnostiques bio, on ne les voit plus apparaître. Donc j'aimerais savoir pourquoi. Oui, je veux bien répondre parce que justement, la question que vous posez est assez fondamentale. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la cascade amyloïde et donc on va parler d'amyloïdose. L'amyloïdose, on la met en évidence notamment par le PET scan et éventuellement par la diminution de la bêta. Et c'est une correction que je voudrais apporter peut-être à la présentation précédente, c'est que pour ce qui est du LCR, la plupart des cliniciens et des chercheurs aujourd'hui valident l'association des deux composantes, à la fois la composante amyloïde par le LCR, mais aussi la composante, comme vous l'avez dit, de la dégénérescence neurofibrillaire, c'est-à-dire de la protéine tau. Et on en parlait encore avec Didier ce matin. Nous considérons aujourd'hui que c'est la présence des deux qui doit être requise, car se priver de la composante DNF, la composante tau, fait courir le risque d'erreur de diagnostic. Et dans notre pratique quotidienne, alors vraiment, ne pas utiliser cette deuxième composante est certainement péjorative. Il nous semble que lorsque l'on s'appuie que sur la bêta, on a souvent des erreurs de diagnostic, car la bêta est diminuée dans d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer. Didier, peut-être ajouter quelque chose? Pas vraiment, sauf que je peux simplement dire qu'il y a sûrement dans la salle des experts, je pense qu'effectivement le raisonnement, il est celui-là, et plus encore physiopathologiquement, mais là je suis très gêné d'en parler, puisque dans l'équipe de Florence ou Stéphanie, il y a des gens plus experts que moi, mais le rapport A-bêta 42 sur A-bêta 40, je parle de mon expérience des formes génétiquement déterminées, où là, vous n'avez pas de doute quant au diagnostic. Quand nous avions un doute sur un des biomarqueurs, en particulier d'A-bêta, en faisant ce rapport, nous corrigeons des difficultés qui ne reposeraient que sur l'A-bêta 42 seul. Simplement, cette précision que je veux apporter. Donc, je pense que ça, c'est une dimension tout à fait importante qui semble plus près de la physiopathologie. Sur le diagnostic plus que précoce, c'est-à-dire de personnes qui n'ont aucun symptôme et qui veulent savoir si un jour ils seront malades, je voudrais rappeler quand même qu'on a l'exemple de la maladie de Huntington. Depuis maintenant plus de 20 ans, ce sont des gens dont la maladie de Huntington a quand même des points communs avec la maladie d'Alzheimer, parce que ça donne des troubles cognitifs et des troubles du comportement progressif. Souvent, ça survient un peu plus tôt peut-être que la maladie d'Alzheimer, sauf dans les formes génétiques où c'est à peu près équivalent. Et il y a tout de même, on le sait maintenant, à peu près un quart à un tiers des personnes qui, alors qu'il n'y a pas de bénéfice à savoir, ont besoin de savoir et veulent savoir. Donc il n'y a pas trop de raison de penser que ça puisse être différent pour la maladie de Huntington. Il ne faut pas s'arrêter simplement au fait qu'on n'a rien à proposer au plan thérapeutique, encore qu'on peut... Enfin, ça pourrait changer, mais c'est vraiment quelque chose que certaines personnes ont besoin de connaître. Bon, j'ai été un petit peu gênée, mais peut-être qu'on en reparlera, sur la discrimination de l'âge. C'est pareil, des personnes qui ont des symptômes, quel que soit l'âge, je pense qu'on n'a pas à être paternaliste et dire parce que vous avez 80 ou 85 ans, vous n'avez pas... Enfin, c'est inutile d'aller plus loin. S'ils ont envie de savoir, ils ont envie de savoir. C'est juste une remarque. Voilà. Moi, je suis Catherine Olivet et je suis juste bénévole dans une association de la banlieue parisienne. Je voudrais juste dire deux questions. Je veux dire, premièrement, c'est que ça n'est pas du paternalisme que de répondre à une personne de 80 ans, ça ne vaut pas la peine. C'est pas du paternalisme, c'est de la discrimination par l'âge. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, à ma connaissance, je redis, je ne suis qu'une modeste bénévole de banlieue, mais à ma connaissance, dans les maladies comme la maladie de Huntington, les membres de la famille qui demandent une démarche de diagnostic génétique
dans 50% des cas, vont jusqu'au bout de la démarche et ne vont pas chercher les résultats. Donc ça interroge toujours. Ah ben. Voilà. Simplement que ça met en jeu quand même peut-être cette différence, mais les résultats de M. Nickel sont les mêmes. Je veux dire, ça met en jeu la différence entre être interrogé par un sondage grand public qui vous dit si vous avez la maladie d'Alzheimer et la possibilité d'avoir un test, ce que vous voulez savoir, réponse majoritaire oui. Et quand je suis directement concernée, le oui n'est plus aussi franc et massif. Juste un point sur le sondage TNS Sofres, qui a sorti 90% de gens qui veulent savoir. Le sondage du Mass General qui a dit 70%. C'est pas la même base d'interrogation, puisque l'interrogation TNS of Stress, si je ne me trompe pas, c'est une interrogation par Internet uniquement. Et souvent, les gens qui sont branchés sur Internet et qui répondent, c'est des gens qui ont des envies de savoir qui sont différentes de celles de la population générale. La deuxième chose, pour vous donner une idée de ce genre de test, qui je pense, de questionnaires qui sont utiles. Il y a d'autres questionnaires qui ont été faits comme ça, dont un moi qui m'a marqué. On a demandé à des étudiants dans les universités américaines s'ils avaient le choix. Vous savez, c'est sportif, parce qu'aux États-Unis, c'est très cher de faire des études, et quand vous êtes un bon sportif, on vous finance vos études parce que les universités, bon, pour ceux qui connaissent ça. Donc on a demandé à ces étudiants, voilà, on vous propose, c'était en fait dans le contexte du dopage, on vous propose un médicament ou un produit qui vous raccourcit de 10 ans votre espérance de vie, mais qui vous permet d'améliorer vos performances sportives. Il y a 90%, ils ont tous dit qu'ils prenaient le produit. Ouais, c'est normal, mais bon, on est dans des situations où la projection dans le temps est complexe. Donc je crois qu'il faut vraiment les prendre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un besoin de savoir. Et après, il faut savoir que ces gens peuvent savoir. Donc c'est ça les deux choses qui sont importantes. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette information? Comment est-ce qu'ils vont l'utiliser? Est-ce que nous, en tant que médecins, on va les informer des conséquences des informations qu'ils vont avoir par la suite ou des non-conséquences? Parce que quand même, sur tous ces tests, en particulier ceux qui sont accessibles par Internet, à part un frottis buccal, et vous envoyez ça en Californie et ça vous revient à la soirée, je vous rappelle que c'est interdit en France. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, bon, peut-être que vous avez un risque d'Alzheimer, que vous avez le gène des coureurs de marathon et ainsi de suite. Donc l'usage qu'on va en faire est très différent et la perception qu'on en a est très différente. Je pense qu'il faut discuter là-dessus, mais on ne peut pas ignorer le fait que les gens veulent savoir, c'est légitime. Et ça, et le contexte maladie vient intervenir de manière complexe là-dessus. Catherine et Florence Pasquier ont absolument raison de rappeler qu'il ne faut pas faire de discrimination par l'âge. Ce n'est pas, je crois, ni ce que j'ai dit, ni ce que Bruno Dubois a dit. Simplement, dans l'opportunité de répondre, notre attitude, elle dépend d'un certain nombre de facteurs, ou l'âge, ou l'environnement, ou les capacités dont la personne va pouvoir disposer, quelles sont encore ses activités, quelles sont les activités qu'elle valorise, où il y a un ensemble de choses qui interviennent. Et donc si on a laissé entendre qu'il y avait une discrimination par l'âge au moment du diagnostic, ce n'est pas ce que nous avons voulu dire. En revanche, si vous suivez ce qui a été montré par l'ensemble des interventions, on aboutit quand même vers l'idée qu'il y aurait quand même quasiment comme 2 maladies d'Alzheimer. Et en ce moment-là, on y revient à ce que Alois Alzheimer lui-même pensait. Et l'opportunité, si on imagine qu'on a un jour des molécules qui agissent plus efficacement sur le processus, qu'il soit amyloïde ou autre chose, etc., on sait qu'il aura une efficacité plus forte sur les formes Alzheimer pures. En termes de coût-efficacité, on va avoir des problèmes à surmonter, à ne pas faire de discrimination dans le coût de ces outils pour traiter aussi des personnes plus âgées qui ne sont pas Alzheimer pur. Et quel va être l'argument pour qu'elles aient aussi accès à ces traitements et non pas que les jeunes? Mais le problème de discrimination par l'âge va se poser, on n'y est que. Sur le vouloir savoir, effectivement, les deux méthodes d'enquête américaines et françaises ne sont pas les mêmes, mais ils sont aussi passés, je crois, les Américains par la TNS Sofres. Et pour avoir un grand-père dans ma belle famille de 90 ans qui, depuis 5 ans, prend des cours pour aller sur Internet et se débrouille mieux que moi pour faire des albums photos, je pense qu'il faut aussi, il n'y a ni discrimination, ni stéréotypes liés aux pratiques Internet. Je pense que quand même, ces deux études sont comparables. Et sur le vouloir savoir très anticipé, quand je disais qu'on va court-circuiter,
c'est ça. Il va y avoir un court-circuit dès que ce sera disponible. Ce ne sera pas tout le monde, mais il y aura des gens qui vont pouvoir court-circuiter. Et ça va nous causer... comment on réagit à ça? Qu'on en pense qu'on veut, ça va arriver. Et souvenez-vous quand même, il y a des différences culturelles. Là, pour le coup, souvenez-vous d'Angelina Jolie. Mastectomie bilatérale préventive, soi-disant, parce qu'elle a une prédisposition génétique au cancer du sein. Bon. On fait pas du tout, on n'a pas la même attitude en France, on est beaucoup plus prudent, mais peut-être que dans les années qui viennent, nos attitudes collectives se rapprocheront plus de ça. Et là, ça pose quand même des petites questions. Je voudrais remercier Fabrice pour la première partie de sa réponse qui correspond exactement. Je trouve très très bien posé le problème. Je suis exactement sur la même longueur d'onde que lui. Bien sûr, pas de discrimination par l'âge. On est complètement d'accord, mais il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des faits. Et là, je pense qu'on est devant un auditoire qui peut entendre les faits scientifiques. Les faits scientifiques sont les suivants. Les lésions sont... Je veux dire, la situation des patients âgés est un peu différente de celle des patients plus jeunes. Par le fait qu'il y a, à partir d'un certain âge, ce qu'on appelle des comorbidités, il y a des lésions additionnelles qui complexifient la situation. Et quand les patients sont plus jeunes, on est dans une situation qui est différente dans la mesure où la maladie d'Alzheimer, comme l'a rappelé M. Gilles, est une maladie relativement pure. Voilà, c'est ce qu'on a voulu dire, c'est que les problèmes sont un peu différents et que ça pose la question, ça repose la question, c'est la question que je posais. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une seule ou deux maladies différentes? C'est la même maladie, mais il y a chez la personne âgée d'autres lésions qui sont dues aux comorbidités et qui compliquent un peu les problèmes de prise en charge. Voilà, c'est tout ce qu'on a voulu dire, mais sinon on est bien d'accord, pas de discrimination par l'âge, mais une réalité, on ne peut pas aller contre. Juste concernant la maladie de Huntington, parce que je crois qu'il faut être très sensible au fait que des gens regardent ce qu'on dit. Je pense qu'il y a une différence qui est très importante, c'est que la connaissance dans les médias, la connaissance des médecins concernant la maladie de Huntington, un gène attesté, est bien meilleure que celle concernant la maladie d'Alzheimer. Et je pense que Hervé, qui a vécu sûrement le début des consultations, n'est-ce pas, présymptomatiques, a vu au fil des consultations effectivement les demandes changer au fil du temps, du fait aussi de cet accès à une plus grande information. Je pense que c'est important et je pense que ce sera la même chose pour les formes génétiques de maladie d'Alzheimer. Nous savons qu'il y a encore beaucoup d'informations à faire passer. Ensuite, les gens prennent leurs décisions, mais je pense à nos confrères qui ne le savent pas. Un mot de commentaire sur le vouloir savoir ou sur lequel nous on n'a pas du tout axé la présentation, parce que la question pour nous c'était pas qu'on veuille savoir. J'ai l'impression que ceux qui veulent savoir effectivement vont trouver l'information là où ils peuvent aller la chercher et qu'elle est largement disponible et qu'elle le sera de plus en plus de toute façon. Et que du coup, la question centrale pour nous, en tous les cas les épidémiologistes, c'est la qualité de cette information et la capacité à la regarder de manière critique. C'est-à-dire, par exemple, quand on utilise des arguments sur des populations particulières, comme l'a souligné Philippe sur le sondage CNS-Sofres, mais aussi sur des populations américaines, je ne crois pas qu'on puisse les comparer immédiatement sur leur capacité à vouloir savoir ou à vouloir accéder aux soins s'ils n'ont pas les mêmes systèmes de couverture sociale, par exemple. Je ne pense pas que les Américains puissent être comparés aux Français dans leur capacité à vouloir savoir un diagnostic ou à vouloir avoir accès à un traitement, parce que l'accès aux soins n'est pas exactement le même dans ces deux pays. Donc il faut aussi ajuster les choses là-dessus et aussi se servir donc de données d'enquête dans notre pays et dans des systèmes qui sont comparables. Et puis, donc garantir la qualité de l'information qui est disponible, c'est un point crucial pour prendre la bonne décision et comprendre aussi les intérêts sous-jacents. C'est-à-dire que dans le diagnostic précoce, il y a aussi des questions qui se posent,
qui doivent être liées à l'éthique aussi, mais des questions de disponibilité de tests par des laboratoires pharmaceutiques, par des industriels qui ont forcément envie de rendre disponible ou le plus disponible possible leur traceur ou leur méthode de dosage, ce qui est tout à fait logique. Et en contrepartie, il y a aussi des payeurs que nous sommes dans un système basé sur la solidarité et qui ont besoin d'avoir des informations claires sur la qualité ou la validité de ces mesures et de ces tests. Et il y a aussi cette tension-là, me semble-t-il, qu'il faut discuter. Moi, mes recherches portent surtout sur la sclérose latérale amyotrophique. Et je voulais faire élargir peut-être à d'autres maladies neurodégénératives, puisque là, on a parlé de la maladie de Huntington. Et peut-être complexifier un peu les choses en disant que finalement, on ne peut pas toujours partir du principe qu'un gène égale une maladie. Alors, c'est le cas dans le Huntington. Si on a le gène, si on a une demande de diagnostic présymptomatique, si la personne a le gène, on peut lui dire qu'elle va développer la maladie. La situation peut être beaucoup plus complexe parce que dans certains cas, une mutation dans un gène peut donner des maladies différentes. Et on a récemment individualisé un gène qui est situé sur le chromosome C9, qui est un gène très fréquent dans la sclérose latérale amyotrophique et qui peut donner soit des scléroses latérales amyotrophiques, soit des démences temporofrontales, soit les deux pathologies. Et on serait incapable, dans le cadre d'un diagnostic présymptomatique, de dire aux gens s'ils vont développer l'une de ces trois pathologies ou de ces deux pathologies ou les deux ensemble. Donc voilà, vraiment un niveau de complexité énorme auquel nous on arrive. Et alors je ne sais pas si dans la maladie d'Alzheimer il y a également cette situation-là où les choses sont plus simples. C'est possible que ça émerge avec la survenue de nouveaux gènes qui pourront être amenés à exprimer d'autres pathologies. Mais je pense que c'est aussi un degré de complexité qu'il est important de noter dans le cadre du diagnostic présymptomatique. Je peux faire un petit commentaire. Merci de ton information. Mais ce qui fait la plus grande difficulté, à mon sens, dans ces 9h72 dans les familles que l'on voit actuellement, c'est que la pénétrance est incomplète. Et que donc, on ne peut pas non plus leur dire à quel âge survient une de ces deux manifestations, puisqu'on a des décalages intrafamiliaux qui sont de l'ordre de 30 ans, ce qui est vraiment radicalement différent et bien plus complexe, effectivement, que ce que je vous ai expliqué concernant la maladie d'Alzheimer autosomique dominante telle que nous la connaissons. Le vouloir savoir du patient est un élément très important de la relation qui peut s'établir entre le soignant et le patient. Donc, c'est absolument pas négligé, hein. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire finalement. Imaginez que donc maintenant on est dans la vraie question d'une tension éthique. Il y a eu la question du commandant de bord qui a des symptômes qui sont peut-être pas les bons symptômes d'ailleurs, mais qui peut avoir des marqueurs et on ne sait pas si on est à moins 15 ans ou à moins 10 ans. Imaginons même un président d'un État extrêmement important dans le monde pour lequel on se pose la question, avant de le laisser prêter serment, est-ce qu'on fait un certain nombre de tests ? C'est totalement imaginaire comme situation. Mais là, on est quand même dans des tensions où on n'est pas juste sur la question de discriminer ou pas discriminer, en fonction de l'âge ou pas. On est dans une question de responsabilité. Responsabilité par rapport à la personne, responsabilité par la société. L'avion peut tomber, une guerre peut être déclenchée ou une crise économique mondiale. Alors, qu'est-ce que vous faites ? J'adore votre question. Vous savez que pour les tests génétiques, quand vous avez une prédisposition génétique, il y a des gens qui veulent savoir. Votre assureur, votre employeur, alors ça peut être, si vous prêtez serment et que vous êtes président de la République, qu'est-ce qui va se passer ? Ou président d'un État, mais il y a eu un moratoire des assureurs pour dire on ne veut pas connaître le statut génétique. C'est très précieux, ça. Mais est-ce que ça va tenir ? Et est-ce que ça va tenir si on a effectivement toutes ces connaissances sur les risques ? Donc là, je peux rebondir sur ce que disait monsieur juste avant. Effectivement, ça a été beaucoup dit hier. C'est une maladie du cerveau, mais c'est une maladie de l'esprit, c'est une maladie sociale. On est très nul en France parce qu'on est le pays de Descartes. Et on est le pays le plus dualiste, alors que Descartes est le moins dualiste de tous les philosophes, mais on ne l'a pas compris.
Les élèves de Descartes ont enseigné sa philosophie en faisant croire que Descartes avait dit d'un côté il y a le corps, de l'autre côté il y a de l'esprit. Or, les plus beaux textes de Descartes, le traité des passions et toute la correspondance avec Élisabeth de Suède, c'est pour montrer l'union de l'âme et du corps. Donc, il faut arrêter ces âneries. Et donc, et Philippe Amouyel et Bruno Dubois le disent depuis des années, c'est une maladie du corps et de l'esprit, du cerveau et de l'esprit, et c'est une maladie sociale aussi. Et donc, il est évident, monsieur, vous avez raison, que c'est pas probablement qu'avec des médicaments qu'on la guérira. Et ça, je crois qu'on en est à peu près tous certains. Cela dit, on ne va pas peut-être se priver de la possibilité que les médicaments nous aident un peu à affronter ce mal du siècle. Mais vous avez raison, on est prospectivement, la connaissance d'un risque ne va pas simplement intéresser la personne ou ses apparentés, elle va possiblement intéresser d'autres tiers. Et comment on fait pour anticiper, nous, et qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on fait confiance sur le fait que les assureurs feront toujours un moratoire là-dessus et diront on ne va pas utiliser ces données, et même si les gens nous envoient un truc en disant vous voyez, je n'ai pas le gène qui prédispose à Huntington, donc je veux que vous me baissiez ma prime d'assurance, ou j'ai pas de PS1, PS2, donc j'ai pas de risque génétique, donc je veux que vous me baissiez ma prime, ils s'engagent à ne pas en tenir compte. Mais qu'adviendra-t-il dans le futur? Je voudrais répondre aussi à l'interrogation importante d'Hervé. Écoute, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est le problème, finalement, toute altération cérébrale peut entraîner un dysfonctionnement. L'âge, à ce moment-là, tu peux dire que à partir de l'âge de 20 ans, où il commence à y avoir des altérations neuronales liées à l'âge, des pertes neuronales, etc., ça remet en cause la capacité de... Donc, on s'en sort, à mon avis, par justement cette dissociation entre l'existence d'altérations structurelles et le maintien de la fonction, ce dont je parlais hier. On sait que le cerveau est capable de répondre à ces agressions quotidiennes. Et il maintient une fonction par des choses sur lesquelles tu as beaucoup travaillé, l'hyperactivité des neurones restants, notamment l'augmentation des récepteurs postsynaptiques. Il y a plein de mécanismes de compensation qui font que la fonction se maintient. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que même s'il y a des modifications structurelles du cerveau qui ont lieu tout au long de la vie, ce qui est important, c'est d'évaluer la fonction. Et tant que la fonction est présente et préservée, il n'y a pas la maladie, il n'y a aucune raison d'empêcher ce commandant de bord de piloter l'avion et de ce président de la République de tenir le code de la bombe atomique. Geneviève ? Je ne sais pas répondre à la question, mais ça m'inspire deux commentaires. Le premier, c'est que entre un commandant de bord et un président de la République, il y a une différence, à mon avis, c'est que le président de la République, il a été élu, et le commandant de bord, il a été choisi pour ses compétences à un moment donné. Et donc, moi, comme citoyenne qui élit le président de la République, j'aimerais savoir, non pas au moment où il est élu, mais au moment où les candidats se présentent, quel est le résultat au test, si on devait avoir un consensus sur ce résultat au test. Parce qu'au moment où il est élu, c'est trop tard et la démocratie a parlé. Je serais embêtée d'avoir élu quelqu'un. Puis si j'étais épidémiologiste... Mais tu l'es. Du coup, je me demande, puisque ça a un lien avec la démocratie, mais on est là pour poser des questions... Je me demande si je ne ferais pas une étude comparative entre les dictateurs et les non-dictateurs et que je regarderais quel est leur patrimoine génétique. Si les dictateurs avaient un patrimoine génétique plus favorable, je serais bien embêtée à la fin. Donc je ne suis pas sûre de vouloir avoir la réponse à la question. C'est ça ma réponse.